En 1969, dans une casse automobile de Californie, un gamin de 16 ans fouille les épaves rouillées entre les rangées de carcasses de Chevrolet abandonnées. Il s'appelle Bruce Crower. Il a les mains couvertes de cambouis, à peine de quoi payer l'essence, et une idée que les ingénieurs de General Motors n'ont jamais eue. Ce qu'il va découvrir ce jour-là va secouer le monde du drag racing jusqu'à ses fondations et rendre fous les meilleurs cerveaux de Detroit, pour moins cher qu'un plein d'essence. Si ce genre d'histoire vous passionne, abonnez-vous et laissez un commentaire. Vous faites partie de cette communauté. Bruce Crower n'est pas un adolescent ordinaire. Pendant que ses camarades pensent aux balles de promo, lui est plongé jusqu'au coude dans les petits blocs Chevy de l'atelier de son oncle à Pomona. À 16 ans, il a déjà remonté des dizaines de moteurs, mais l'argent manque cruellement quand sa propre Chevy 55 réclame plus de puissance pour tenir son rang sur Van Nuys Boulevard. Les pièces du catalogue sont hors de portée, des culasses Edelbrock, $800, des culasses Fueli, encore plus. Un 327 haute performance complet, impensable. Pour saisir la portée de ce qui va suivre, il faut comprendre le paysage du petit bloc Chevy en 1969. Le 350 pouces cubes vient de faire ses débuts en 1967, essentiellement un 327 allongé. Même alésage de 4 pouces, mais course portée à 3,48 pouces contre 3,25 pour le 327. Même bloc, même disposition des boulons de culasse, même architecture générale. Sauf sur un point que personne ne regarde de près, le volume des chambres de combustion. Le 327 embarque des chambres de 64 cm3 dans la plupart de ses configurations haute performance. Le 350, lui, utilise de plus grandes chambres de 76 cm3 pour maîtriser le taux de compression avec sa cylindrée supérieure. Avec des pistons à tête plate et des chambres de 76 cm3, le 350 tourne à environ 9,1 de compression. Sûr, fiable, sans âme. Ce jour-là dans la casse, Bruce cherche des culasses, n'importe lesquelles, pourvu qu'elles s'adaptent à son bloc 350. Les culasses de 327 traînent là à $20 pièce, pratiquement données parce que tout le monde veut les plus grandes du 350. Bruce sait qu'elles vont physiquement se fixer, même pas de boulon, même conduit, même soupape. Mais personne ne mélange les culasses entre les deux cylindrées. Ça ne se fait pas. Les ingénieurs de Chevrolet ont conçu chaque moteur comme un ensemble cohérent. Un 327 roule avec des culasses de 327. Un 350 avec des culasses de 350. Point final. Sauf que Bruce se moque des règles. Ce qui l'intéresse, c'est faire de la puissance avec $40 en poche. Il ramène ses culasses encrassées à l'atelier, les nettoie au solvant et à la brosse métallique. Puis sort sa calculette mentale. Le 350 avec ses 4 pouces d'alésage et sa course de 3,48 pouces déplace 43,7 pouces cubes par cylindre. Les pistons à tête plate remontent à environ 0,025 pouces du pont à point mort haut. En ajoutant l'épaisseur du joint de culasse, 0,040 pouces, et les chambres de 64 cm3 des culasses du 327, le calcul tombe. Un taux de compression de 11,1 pour 1. Aujourd'hui, 11,1 ne fait pas frémir grand monde. Les moteurs modernes encaissent ça à l'essence ordinaire. Mais en 1969, c'est du territoire de moteurs de course. Les moteurs de série tournent entre 8,5 et 9,5. Les moteurs de compétition avec des culasses spécialement usinées à prix d'or atteignent parfois 11 ou 12, mais ça coûte une fortune. Bruce va y arriver pour le prix d'un bon repas. La pose est simple. Les culasses du 327 descendent directement sur le bloc 350. Même trou de boulon, mêmes emplacements de tiges de culbuteur, même passage d'eau. Bruce sert au couple. 65 livres-pieds sur les longs boulons, 55 sur les courts. Les soupapes d'admission de 1,94 pouces et les soupapes d'échappement d'1,5 pouce du 327 sont en réalité idéalement dimensionnées pour l'alésage du 350. Aucune interférence, aucun problème de jeu, ces pièces semblent avoir été faites l'une pour l'autre, même si Chevrolet n'en avait aucune idée. Mais est-ce que ça va tourner ? Haute compression rime avec haute pression dans les cylindres.
avec plus de chaleur, avec le risque très réel de détonation, ce cognement dévastateur qui transforme les pistons en confettis d'aluminium. Il faut de l'essence à indice d'octane élevé. En 1969, on peut encore trouver du 103 octane dans certaines stations. Sunoco 260, Union 76, Racing Fuel. Pas donné, mais disponible. Bruce met le contact. Le moteur a immédiatement un son différent, plus incisif, plus pressé. Le ralenti est instable, presque comme si un arbre à cames radicales avait été installé. Mais Bruce tourne avec un arbre hydraulique de série, avec seulement 0,390 pouces de levée. C'est la compression qui fait tout le travail. Il avance l'allumage à 38 degrés total, juste à la limite de la détonation. Le moteur adore ça, mais le vrai test, c'est la rue. Van Noy Boulevard le mercredi soir. La route fermée de Riverside Raceway le samedi. La zone industrielle d'Alhambra après minuit. Ce sont les arènes du street racing du sud de la Californie et le monstre de Bruce va y être baptisé par le feu. La première confrontation l'oppose à un certain Tommy qui aligne un 327 préparé avec les culasses Corvette à injection, les légendaires culasses Fully avec des soupapes d'admission de 2,02 pouces et des chambres de 64 cm3. Tommy a plus de 2000 $ investis dans son moteur. Bruce en a 40 dans des culasses de récupération. Le signal tombe. La 55 de Bruce accroche le bitume et arrache. Au repère du quart de mile, il dépasse Tommy de 3 longueurs. Tommy n'en revient pas. Personne n'en revient. La nouvelle circule à toute vitesse dans le milieu souterrain du street racing. Ce gamin dans sa 55 en après-gris tourne quelque chose de spécial. Les théories fusent, arbre à cames secret, protoxyde d'azote, cylindrée trichée. Quand Bruce ouvre le capot et montre des culasses de 327 sur un bloc 350, les gens rient. Puis ils se mettent en file pour le défier. Puis ils arrêtent de rire. Le banc d'essai dit tout. La combinaison de Bruce produit 485 chevaux à 6200 tours et 465 livres-pieds de couple à 4500 tours. Un 350 de série avec ses culasses d'origine flirte avec les 300 chevaux les bons jours. Le L46350, le petit bloc le plus chaud de Chevrolet cette année-là, est affiché à 350 chevaux et coûte 500 $ de plus à la commande. Bruce sort 135 chevaux supplémentaires pour 40 $. Alors que se passe-t-il vraiment à l'intérieur de ces cylindres ? Un taux de compression de 11,1 pour 1 signifie que le mélange air-carburant est comprimé dans un espace bien plus réduit avant l'allumage. Quand le mélange s'enflamme, la combustion est plus rapide et plus complète. La montée en pression est violente, jusqu'à 1200 PSI de pression dans le cylindre, contre environ 900 PSI dans un moteur standard. Cette pression supplémentaire pousse les pistons vers le bas avec une force considérable générant du couple. Les chambres plus petites créent aussi un meilleur effet de squish, cette zone où le piston s'approche très près de la culasse. Un bon squish génère de la turbulence, accélère la combustion et aide à prévenir la détonation. Les chambres du 327 offrent une zone de squish serrée qui fonctionne parfaitement avec les pistons à tête plate du 350. Une alliance née au paradis, ou plutôt dans une case de Pomona. Mais il y a encore autre chose. Les culasses du 327 ont des conduits plus étroits que ceux du 350, 160 cm3 contre 170 cm3 à l'admission. La sagesse conventionnelle dit que plus grand c'est mieux, mais au régime routier, ces conduits plus resserrés génèrent une vitesse d'air plus élevée. Vitesse plus haute, meilleur remplissage des cylindres, meilleure atomisation du carburant, signal plus fort au carburateur. Le moteur répond plus promptement, tire plus fort de ralenti, jusqu'à 6500 tours. Les dimensions de soupape sont également optimales. Les soupapes de 1,94 et 1,5 pouces des culasses du 327 s'avèrent mieux adaptées à l'alésage de 4 pouces que les plus grandes soupapes de 2,0, 2 pouces de certaines culasses de 350. Davantage de dégagement par rapport à la paroi du cylindre signifie une meilleure respiration à haute levée, et ces soupapes plus légères permettent au moteur de monter plus haut en régime sans flottement. C'est une tempête parfaite d'ingénierie accidentelle. Bruce commence à aider d'autres pilotes à reproduire la même combinaison. La recette est simple.
N'importe quel bloc court, 350, de préférence à 4 boulons de palier si l'on en sent. Trouve un culasse de 327 tiré de n'importe quelle berline, Impala, Chevelle, Camaro, du moment que les chambres font 64 cm3. Rectification des culasses de 0,010 pouces pour gratter encore un peu de compression. Un arbre à cams à 0,450 pouces de levée et 230 degrés de durée à 0,050. Un carburateur Holley 750 double pompe. Un super bobine axle avec un distributeur recourbe à avance modifié. La recette se répand dans tout le sud de la Californie comme une traînée de poudre. En 6 mois, la moitié des pilotes de rue du comté de Los Angeles roulent avec des culasses de 327 sur des blocs 350. Le prix des culasses de 327 en casse passe de 20 à 100 $ presque du jour au lendemain. L'offre et la demande. La combinaison attire l'attention des acteurs sérieux. Vic Edelbrock Jr. en personne se déplace pour examiner le moteur de Bruce après en avoir entendu parler par des clients. Un jeune ingénieur de Chevrolet, nommé Gale Banks, descend de Detroit pour voir ce que ce gamin a découvert. Même Smokey Yunick, le légendaire préparateur NASCAR, essaie la combinaison et la déclare accidentellement géniale. Mais la réaction la plus éloquente vient de General Motors lui-même. En 1970, Chevrolet sort discrètement le LT, un 350, avec des pistons haute compression délivrant 11,1 de compression grâce à des chambres plus petites. Ça vous rappelle quelque chose ? Le LT, un produit 370 chevaux en version Z28, et devient l'un des petits blocs les plus légendaires jamais construits. Officiellement, GM n'a jamais reconnu la découverte de Bruce, mais la coïncidence de calendrier est troublante. La gestion thermique est cruciale à 11,1 de compression. Bruce découvre que percer des trous de dégazage dans les culasses aide considérablement. Ces petits passages entre la surface du pont et la chambre d'eau permettent à la vapeur emprisonnée de s'échapper, évitant les points chauds susceptibles de déclencher la détonation. Il adopte aussi un thermostat à 180 degrés au lieu du 195 d'origine, maintenant les températures de culasse plus basses. Une pompe à eau à haut débit de Corvette accélère la circulation du liquide de refroidissement. Le circuit de lubrification réclame également de l'attention. Haute compression rime avec charges élevées sur le vilebrequin. Bruce monte une pompe à huile à grand volume, allège les galeries de paliers principaux d'un 64 centièmes de pouce pour un meilleur débit, utilise des coussinets Clevit 77 à revêtement cuivre-plomb, durcis, capables d'encaisser les contraintes. L'avance à l'allumage est calibrée au degré près, 36 à 38 degrés total. Avance initiale entre 14 et 16 degrés. Le carburateur est rejeté avec des gicleurs 4 tailles plus riches en primaire, 6 en secondaire. En 1970, le secret n'en est plus un. Hot Rod Magazine fait un dossier sur la combinaison, car Kraft publie un guide pratique. Du coup, des environs de Bakersfield à San Diego, tout le monde part à la chasse aux culasses de 327. Bruce Crower est déjà passé à autre chose. Ce coup de génie à 40 $ a lancé une carrière. Il fonde Crower Cams and Equipment, qui deviendra l'une des marques les plus respectées de la compétition. Il invente le système d'injection Crower Stack, développe des profils d'arbres à cam révolutionnaires, prépare des moteurs pour des légendes allant de Don Garlits à John Force. Mais il cite toujours cette découverte dans la casse comme le moment où il comprend que l'ingénierie n'est pas toujours affaire de calculs complexes et de pièces hors de prix. Parfois, il s'agit simplement de voir des connexions que les autres ne voient pas. Les ondes de choc de la découverte de Bruce se propagent dans l'industrie pendant des décennies. Elles prouvent que les passionnés de hot rod peuvent innover mieux que les usines avec leur créativité et les pièces trouvées dans les ferrailles. Elles montrent que la cylindrée n'est pas tout, que la compression et la conception des chambres de combustion comptent tout autant. Elles démocratisent la performance, mettant la capacité de développer 500 chevaux à la portée de n'importe quel gamin avec 40 $ et une clé à douille. Les culasses Vortec des années 1990, les conduits en cathédrale du LS1, les chambres à injection directe du LT
un moderne, on peut tracer une ligne droite entre l'expérience de junkyard de Bruce et chaque moteur haute compression que General Motors fabrique aujourd'hui. L'impact culturel est tout aussi important. La découverte de Bruce incarne l'éthique du hot rod, l'innovation sur l'imitation, la créativité sur l'argent, les résultats sur la réputation. Elle prouve qu'un adolescent aux ongles noirs de graisse peut surpasser les meilleurs ingénieurs de Detroit. Les chiffres restent impressionnants même selon les critères d'aujourd'hui. 485 chevaux tirés de 350 pouces cubes en aspiration naturelle, soit 1,39 cheval par pouce cube. Exceptionnel pour un moteur à poussoir avec des culasses en fonte. Et Bruce l'a accompli avec des pièces de récupération et la détermination d'un adolescent. Ce qui rend cette combinaison vraiment spéciale, ce n'est pas seulement la puissance, c'est l'accessibilité. N'importe quel gamin pouvait dupliquer ce moteur. Les pièces étaient partout. Des millions de 327 avaient été construits depuis 1962. Les casses en étaient pleines. Les outils nécessaires ? Basiques. Une clé dynamométrique, des joints, peut-être un stroboscope. Pas d'usinage nécessaire si l'on ne rectifie pas les culasses. Cette démocratisation de la vitesse transforme le street racing à jamais. Là où il fallait auparavant soit des poches profondes, soit des relations solides pour construire un moteur vraiment rapide, il suffit désormais de $40 et d'un samedi après-midi dans une casse. L'histoire de Bruce Crower s'étend bien au-delà des moteurs. C'est David contre Goliath joué dans des chambres de combustion et des culasses. C'est l'ingéniosité américaine dans ce qu'elle a de plus pur. Prendre ce qui est disponible et en faire quelque chose de meilleur que tout le monde ne le croyait possible. Chaque fois qu'un passionné de hot rod nous trouve une combinaison inattendue qui fonctionne, il marche dans les traces de Bruce. Le gamin californien qui a mis Detroit en échec n'a pas seulement construit un moteur rapide, il a changé la façon dont les gens pensent à la construction de moteurs. Il a prouvé que les usines n'ont pas toutes les réponses, et il l'a fait pour moins cher qu'un bon dîner. Si vous avez vécu votre propre moment de génie à petit budget, une combinaison improbable, un truc de junkyard qui a tout changé, partagez-le en commentaire. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains épisodes, laissez un like si cette histoire vous a marqué. Ces récits méritent d'être entendus. À très bientôt.